le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce aujourd'hui. Deuxième sortie pour cette semaine. En direct depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacmel pour le grand journal. Journal François, Smith, Jean-Julien. Robans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Les combats s'intensifiaient mardi dans le sud et l'est de l'Ukraine, où les livraisons d'armes américaines devraient s'accélérer après la réactivation par Joe Biden d'un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale. Voici un reportage signé France 24. Sur ces images fournies par les services de secours ukrainiens, on peut voir un quartier entier réduit en cendres. Selon les autorités locales, Odessa a été frappée par 7 missiles lundi soir, tirés depuis la péninsule de Crimée, contrôlée par la Russie. Ce port, situé sur la mer Noire, est à une centaine de kilomètres des troupes russes, mais il est régulièrement frappé depuis plusieurs jours. Lors d'une visite surprise dans la ville, quelques heures plus tôt, le président du Conseil européen a été forcé de s'abriter alors qu'un missile s'abattait dans les environs. Le Kremlin veut exécuter votre esprit de liberté et de démocratie. Mais je suis totalement convaincu qu'ils n'y parviendront jamais. À l'est du pays, l'offensive de Moscou se poursuit dans le Donbass. L'armée ukrainienne semble reculer aux abords de Severodonetsk, l'une des plus grandes villes sous contrôle ukrainien, et de Kramatorsk, où les combats font rage entre les deux camps. Je sais que l'Ukraine vaincra, quoi qu'il arrive. On se battra jusqu'à la dernière goutte de sang. Sur le front, une immense fumée noire, celle d'une raffinerie que les Russes bombardent depuis dimanche. Les troupes ukrainiennes ont en revanche repris plusieurs villages plus au nord près de Kharkiv. Elles sont parvenues à repousser les troupes russes à plusieurs dizaines de kilomètres de la deuxième ville d'Ukraine. Direction la Moldavie. En visite en Moldavie, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par le risque d'une extension du conflit en Ukraine. Voici un reportage signé Euronews. Antonio Guterres dit être profondément préoccupé par la poursuite du conflit en Ukraine et la possible extension de la guerre au-delà des frontières ukrainiennes. Le secrétaire général des Nations Unies a confié son inquiétude lors d'une visite en Moldavie d'un centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens. Cette tragédie démontre que la guerre est une chose insensée et que cette guerre doit cesser. Il n'y a pas de solution militaire aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous devons absolument arrêter cette guerre et nous devons absolument voir le droit international prévaloir. Antonio Guterres a réitéré son soutien à la Moldavie, dont l'intégrité territoriale est à nouveau menacée. À l'est du pays, sur la frontière avec l'Ukraine, la République autoproclamée et pro-russe de Transnistrie a fait sécession en 1992. Dans la capitale moldave, à Chisinau, certains nostalgiques de l'Union soviétique espèrent que les troupes russes qui combattent en Ukraine pourraient faire la jonction entre le Donbass et la Transnistrie. En Afrique du Sud, les grévistes réclament une hausse de $63, alors que leur employeur, craignant pour l'avenir de la compagnie, propose de $54. Voici un reportage signé Africa News. C'est en chant et danse que ces Sud-Africains ont choisi de mener leur mouvement de grève. Ces mineurs ont débrayé depuis 2 mois pour tenter d'obtenir une revalorisation salariale de $63, alors que leur employeur, le géant sud-africain de l'extraction du platine et de l'or, Sibanye-Stillwater, propose une hausse de $54. Nous sommes maintenant à 60 jours de grève et les employés sont toujours déterminés et n'attendent qu'une chose, une augmentation de $63. Mais l'employeur ne propose qu'une augmentation de 6%. Ils justifient leur mouvement par l'inflation galopante dans le pays. Difficile de vivre avec leur solde habituel, disent-ils. Les gens souffrent.
mais parce qu'ils ont besoin d'argent. La vie qu'ils mènent est très dure maintenant. Quand vous vérifiez le prix de l'essence sur une base mensuelle, l'augmentation est palpable. Même chose dans les magasins, les prix de la nourriture grimpent. Alors nous exhortons ces employeurs à s'assurer que ces gens s'occupent de leur famille. Face à ces arguments, l'employeur brandit les conséquences éventuelles d'une hausse de plus de $54 sur l'avenir de la compagnie. Retournant en Ukraine, les soldats ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal continuent à résister et refusent de se rendre, tandis que les États-Unis promettent d'envoyer pour la première fois du matériel militaire électronique. Voici un reportage signé I24 News. À Kharkiv, les soldats ukrainiens continuent de s'entraîner au combat. Conduire un véhicule blindé, se protéger dans les tranchées ou encore tirer des obus. Objectif, être prêt en prévision d'une attaque russe. Nous sommes prêts à combattre et à repousser l'ennemi, mais en ce qui concerne la paix, je pense qu'il y aura la paix, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Ce lundi, les forces russes poursuivent leurs attaques dans l'est du pays, mais les soldats ukrainiens ont réussi à reprendre plusieurs villages de la région de Kharkiv. Dans la ville portuaire de Marioupol, quasiment sous contrôle russe, les militaires ukrainiens résistent toujours dans l'immense aciérie d'Azovstal. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de la défense ukrainienne a déclaré que les frappes russes se poursuivent autour du complexe industriel. Dans la direction de Marioupol, l'ennemi continue de bloquer nos troupes près de l'usine d'Azovstal. Dans la direction de Marioupol, l'ennemi continue de bloquer nos troupes près de l'usine d'Azovstal. Et avec l'aide de tirs d'artillerie et de chars, ils mènent des opérations d'assaut. La reprise des bombardements par des bombardiers à longue portée n'est pas exclue. Côté russe, on se félicite d'une nouvelle victoire, la destruction d'une station radar de contre-batterie de fabrication américaine. Les missiles aériens de haute précision des forces aérospatiales russes ont détruit 2 postes de commandement et une batterie de lance-roquettes multiples ukrainiens près de Popasna. De son côté, pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le Pentagone annonce la livraison d'équipements militaires électroniques comme des systèmes de brouillage ou des systèmes de radar, pour un budget total de $150 millions. Avant de fermer cette page internationale, zoom sur la guerre. La guerre continue en Ukraine. La moitié du trésor russe saisi. Écoutons ce débat sur TVL. En fait, le conflit ukrainien fait monter les prix de l'énergie. Et en fait, même les sanctions économiques font monter le prix de l'énergie parce que la Russie a toujours fourni son gaz, même pendant la guerre froide, elle a fourni toujours son gaz, son pétrole, elle n'a jamais arrêté ses livraisons. Par contre, tous les remous liés aux sanctions font monter le prix de l'énergie dans tous les pays du monde, notamment du gaz. Le gaz a explosé en Europe. Il faut savoir que le gaz, à un moment donné, valait 15 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus que 5 fois plus cher. Mais donc, ça crée des... Quel est le mécanisme qui produit cela alors ? C'est que le gaz se transporte très très mal. Voilà, et il faut mettre des pipelines, c'est pour ça qu'il y a des pipelines de gaz, c'est la meilleure façon de le transporter, mais il y en a beaucoup de la Russie vers l'Europe, c'est carrément une ramification entière de pipelines qui passe par le sud ou le nord de l'Europe, il est très difficile à transporter. Vous pouvez le transporter par bateau, mais là il faudrait, par exemple pour approvisionner l'Europe, des centaines voire des milliers de méthaniers qui sont des très gros bateaux pour transporter. Donc le gaz est très particulier par rapport au pétrole et au charbon puisqu'il se transporte mal, puisque c'est d'énormes volumes évidemment de gaz. La source du problème, c'est qu'en fait, l'Europe et les États-Unis ont fait quelque chose d'assez incroyable. Ils ont volé la moitié du trésor national russe. La Russie s'était constitué un trésor d'environ 600 milliards d'euros ou de dollars, c'est-à-dire les réserves de change qui permettent au pays de tenir en cas de crise, de payer des importations, etc. Or, l'Europe et les États-Unis ont gelé les avoirs russes, donc 300 milliards en dollars et en euros. Et donc ça veut dire que les Russes n'ont plus accès à la moitié de leur trésor national. Et d'ailleurs, Biden explique pourquoi pas l'utiliser pour reconstruire l'Ukraine. Donc là, ça serait un vol pur ce serait et de la simple. spoliation. C'est de la spoliation. D'ailleurs, juridiquement, ça pose un problème pour les monnaies américaines et européennes parce que qui veut investir dans des pays qui sont prêts à voler l'argent du pays, quoi. Évidemment que c'est un problème important. Et l'autre problème, c'est que quand les Russes vendent leur gaz... aux Européens, c'est en euros. Mais les Européens disent, non, on vous gèle vos euros. Donc c'est comme si, effectivement, comme le dit Poutine, en fait, ils vendent leur gaz, mais ils ne sont pas payés. C'est comme si on mettait de l'argent dans une caisse trouée, quoi. Exactement. Et ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc,
qu'ont proposé les Russes, franchement, ils ont essayé que chacun puisse sauver la face et ils ont proposé aux Européens de vendre, que Gazprom vende le gaz contre des euros. Mais ces euros sur un compte spécial de Gazprom seraient immédiatement transformés en roubles. Et donc tout le monde s'y retrouvait, tout le monde sauvait la face. Sauf que les Européens ont décidé d'être plus royalistes que le roi et de s'y opposer. Et donc c'est pour ça qu'ils ont coupé le gaz à la Pologne et qu'ils risquent de couper le gaz à l'Europe si on continue à faire les malins avec la Russie. Alors c'est une autre incidence aussi, c'est que le fait que d'autres pays, des pays ont accepté de payer en rouble le gaz russe, ça soutient l'économie russe du coup. Oui, de toute manière, tout à fait. Mais de toute manière, Poutine, il joue un petit peu aussi un jeu avec ça. Parce que avant cela, si vous voulez, quand les Européens achetaient en euros, que pouvait faire la Banque centrale, vendre ses euros pour acheter des roubles et soutenir le rouble. Donc ça change pas grand-chose. Le problème, c'est que c'est gelé. Mais en fait, ce que fait Poutine là, c'est aussi un coup géopolitique. Parce que, comme vous le disiez dans votre présentation, il y a une bataille plus globale. Bien sûr. Les Américains ont dit qu'en fait, ils voulaient affaiblir considérablement la Russie. Et donc que c'est leur but, en fait, aussi dans cette opération. Donc du coup... Que fait Poutine? Il se dit, nous, on va aussi affaiblir les Américains en faisant payer l'énergie dans notre monnaie nationale. Et d'ailleurs, il y a eu une contagion, puisque, je ne l'aurais jamais parié, l'Arabie Saoudite a dit, pourquoi pas vendre à la Chine notre pétrole en yuan chinois, et plus en dollars. Et là, c'est l'amorce de la dédollarisation de la planète, et donc ça enlève une arme énorme aux États-Unis, qui est le fait qu'ils ont la monnaie de réserve mondiale, la monnaie monde, et qui leur permet de tous payer malgré leurs déficits commerciaux qui sont majeurs et de se financer. Donc vraiment, là, on est dans une bataille géopolitique, et en fait, les Américains sont en train d'y perdre, en fait, là-dessus, et les Européens aussi, parce que finalement, on se croit plus puissant qu'on est. On est de moins en moins puissant face à la Chine, aux pays émergents. Il y a un rééquilibrage du monde et on veut jouer notre puissance à ce moment-là. Et que nous disent les autres? Ils nous disent non, pas question, vous allez trop. C'est ainsi prend fin la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Hosanna de Pontoise FM. Présentation Erlich Dorilas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température pour aujourd'hui, ce Boston, 57 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius. Et à Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi en compagnie de la radio. À demain. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorilas.